Ma contribution s'intitule « Séparation des pouvoirs, de quel pouvoir parle-t-on » Alors je voudrais d'abord évidemment remercier les organisateurs de cette demi-journée d'études et souhaiter la plus longue vie à l'Association des historiens du droit de l'Ouest et à ses membres aussi. Malgré la forme très légère de cet événement, ces organisateurs font preuve, je trouve, d'une ambition extrêmement haute. Cette ambition est néanmoins salutaire, parce qu'en qualifiant d'idées reçues les interprétations courantes de certaines notions, ces notions elles-mêmes, les participants à cette journée pourraient passer pour des iconoclastes qui ne cherchent qu'à détruire les idoles. Il s'agit pourtant seulement, mais au moins, de mettre à l'épreuve ces notions, d'en tester la validité au-delà des lieux communs. Pour ce qui est de cette intervention, son objet est double. Il s'agit tant de la théorie de la séparation des pouvoirs que de la notion de pouvoir elle-même, au sein de cette théorie. L'idée de cette intervention est que la théorie classique, que je qualifierais aussi d'orthodoxe de la séparation des pouvoirs, n'a pas de cohérence. Elle n'a probablement aucune pertinence pour décrire et analyser un régime politique. La source de cette impertinence, de la conception classique, ou orthodoxe donc de la séparation des pouvoirs, est à trouver, selon nous, dans les diverses acceptions données à la notion de pouvoir dans cette théorie. Après avoir rappelé ce qu'est cette notion de pouvoir dans la théorie orthodoxe de la séparation des pouvoirs, et en mis en lumière ses incohérences ou ses insuffisances, c'est l'objet de ma première partie, on voudrait proposer une autre interprétation de cette notion de pouvoir, hétérodoxe donc, qui redonnera à la notion de séparation des pouvoirs un sens et une utilité. Ce sera la deuxième partie. Pour commencer, le pouvoir dans la notion de séparation des pouvoirs, séparation classique des pouvoirs. Ici, ce que l'on appelle la théorie classique est cette version de toutes ces déclinaisons selon lesquelles le pouvoir est, sinon devrait être, attribué par fragments à des autorités distinctes. Suivant cette interprétation encore ultra dominante, la théorie de la séparation des pouvoirs serait tirée de l'œuvre de Montesquieu, et particulièrement du chapitre 6 du livre 11 de l'Esprit des lois, intitulé « De la Constitution d'Angleterre ». Les pouvoirs, tantôt assimilés aux organes, tantôt aux fonctions qu'ils sont censés assumer, sont ou devraient être séparés. On regarde d'abord les fonctions, et l'on devrait constater que la loi serait faite par le Parlement, que son exécution serait assurée par le gouvernement, et que sa violation serait sanctionnée par la magistrature. Qu'on regarde ensuite les organes, et l'on devrait constater qu'ils sont indépendants les uns des autres, que le Parlement, le gouvernement et la magistrature ne procèdent pas les uns des autres, sont désignés par des moyens distincts. La lecture de la répartition, la lecture de la répartition contemporaine du pouvoir au prisme de cette version de la séparation de pouvoir n'emporte pas du tout l'adhésion. Du point de vue des fonctions, on doit admettre que, certes, la loi est bien votée par le Parlement, mais le Parlement adopte un contenu conçu ailleurs, dont le principe et les détails sont fixés par d'autres. Le gouvernement dispose bien d'un pouvoir réglementaire d'application, mais il est dominé par le président. Plus encore, c'est ce dernier qui semble impulser les grandes décisions. Les magistrats assureraient quant à eux l'application de la loi, soit, mais on comprend alors assez mal quel serait leur pouvoir s'ils devaient se borner à appliquer une loi faite par d'autres. Du point de vue de l'organe, on peinera à comprendre pourquoi le principe de la séparation des pouvoirs est réputé respecter que l'exécutif procède d'une élection propre ou non, que la dissolution soit permise mais inutilisée, que l'exécutif préside le Conseil supérieur de la magistrature ou ne le préside pas, comme c'est le cas depuis 2008. Heureusement, il y a les variables qui donnent au principe de la séparation des pouvoirs toute la plasticité requise. Souple ou stricte, cette séparation des pouvoirs perdrait certes un petit peu de sa rigueur, mais elle demeurerait pertinente. Il n'en est rien, ainsi que l'ont montré depuis longtemps certains auteurs. Il faut mesurer combien cette théorie orthodoxe n'en est déjà plus tout à fait une. En effet, les insuffisances de la séparation, de la conception classique ou orthodoxe de la séparation des pouvoirs ont déjà été mises en lumière. On se bornera ici à résumer très succinctement les critiques de 3 auteurs qui, chacun, sur différents plans, ont brisé cette théorie classique de la séparation des pouvoirs. Charles Eisenman, d'abord, a démoli le rapprochement fait entre cette compréhension de la séparation des pouvoirs et l'œuvre de Montesquieu. À rebrousse-poil des rapprochements hasardeux, Eisenman juge que, je cite, « loin de rendre compte de la doctrine de l'esprit des lois, l'interprétation qu'il fait procéder de l'idée de séparation des pouvoirs la défigure complètement, en donne une image tout à fait altérée
presque une caricature. Il faut s'en affranchir radicalement et, si on veut la comprendre, repenser le système sur de toute autre base. Michel Tropper, ensuite, a montré que l'histoire constitutionnelle ne peut être lue dans les termes de cette séparation des pouvoirs. Ni les constituants, ni les constitutions ne se saisissent de cette théorie élaborée loin d'eux. Pour citer la conclusion générale de sa thèse, il faut retenir, et je cite, que pris dans toute sa rigueur, ce principe, la séparation des pouvoirs, n'a inspiré aucune des constitutions. Aucune d'elles n'a institué ces autorités spécialisées, irrévocables et susceptibles de se faire équilibrer. Les auteurs de ces constitutions ont entendu le principe de la séparation des pouvoirs dans un autre sens que la doctrine qui a opéré ce classement. Celui-ci est donc le résultat d'un anachronisme. Dernier auteur, Julien Boudon, a enfin montré quels sont les déterminants de l'utilisation de cette séparation des pouvoirs, qualifiée alternativement de souple ou stricte. Ces qualificatifs devaient en effet inviter à la prudence. Ne devrait-on pas parler plutôt de séparation étanche ou poreuse si on tient à marquer l'impossible communication entre les organes, au contraire, sa possibilité. Julien Boudon, donc, a mis à nu les conditions dans lesquelles cette conception de la séparation des pouvoirs a été formulée par Esmin, et comment elle est devenue la version officielle, si on peut prendre cette expression, de la séparation des pouvoirs. Regrettant la persistance de cette conception éculée, Julien Boudon écrivait dans un article paru il y a quelques années que, je cite encore, « Depuis plus d'un siècle, la doctrine juridique française véhicule des vieilles lunes aux prémices fragiles. » Arrivé à ce point de notre intervention, on se permet de faire une incise pour contribuer sur un autre plan à l'objet de cette journée d'études. Après les lourdes charges portées par Charles Eisenman, par Michel Tropper, par Julien Boudon et par d'autres auteurs, contre les interprétations traditionnelles de cette théorie de la séparation des pouvoirs, on peut se demander comment cette idée reçue parvient à survivre. Les articles sur ce sujet de la part d'Eisenman s'étendent de 1933, dans les mélanges des Diacre de Magberg, à 1955, dans un colloque international sur la pensée de Montesquieu. La thèse de Michel Tropper a été soumise en 1967 et parue en 1973, et a eu plusieurs tirages depuis. Julien Boudon produit enfin des articles fréquemment, notamment sur ce sujet, et sont même reproduits dans les plaquettes de travaux dirigés de cette faculté-ci au premier semestre de la première année de droit. Ces écrits ont donc eu le temps de produire leurs effets potentiels. Tous ces auteurs ont fourni depuis près d'un siècle les arguments pour combattre ou même simplement rejeter cette théorie orthodoxe des pouvoirs. Et pourtant, ces écrits ne semblent pas du tout avoir limité la diffusion de cette conception erronée de la séparation des pouvoirs. On peut bien alors se demander comment une notion dont la conception la plus diffusée a été si bien combattue parvient néanmoins à survivre. On se permet alors d'évoquer ici deux hypothèses qui doivent probablement plus être rapprochées qu'éloignées l'une de l'autre. La première hypothèse tient au caractère biface de cette interprétation de la notion de pouvoir, organe ou fonction. Attaquer sur les insuffisances d'une des interprétations de cette notion de pouvoir, c'est alors l'autre sens qui sera attribué. On passera de la conception organique à la conception fonctionnelle. À force de refluer, c'est une utilité plus qu'un sens qui finirait par être attribuée à la séparation des pouvoirs, celle de permettre de qualifier une constitution comme telle. On s'appuiera ainsi sur l'article 16 de la Déclaration de 1789 pour lire une définition de la Constitution. Ainsi, puisque cet article dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, d'un point de constitution, la notion de constitution sera définie grâce à celle de séparation des pouvoirs, quel que soit le sens que l'on donne à cette notion de pouvoir. Plus une fuite en avant qu'une revitalisation de la théorie classique de la séparation des pouvoirs, cette reformulation, nous paraît incapable de la sauver. La deuxième hypothèse pour expliquer cette persistance de la théorie classique de la séparation des pouvoirs est celle des conditions dans lesquelles cette conception est diffusée, et plus particulièrement le rôle de l'enseignement dans cette diffusion d'une notion simplifiée de pouvoir pour les besoins de la cause pédagogique. La notion de séparation des pouvoirs n'est en effet abordée qu'au premier semestre de la première année, soit quelques mois après la sortie du lycée. Il faut donc simplifier, quitte à gommer les nuances. Sauf à réaliser un master tout à fait spécialisé, cette notion n'est pas revue dans la suite du parcours universitaire, même pour les publicistes ou les historiens. Cet impératif pédagogique joue encore un rôle dans la persistance de cette version de la séparation des pouvoirs, car elle soutient d'autres notions.
renoncer à cette séparation des pouvoirs, renoncer à cette séparation des pouvoirs fondée sur elle-même sur la question de l'organe ou de la fonction, et de leur lien réciproque, c'est renoncer aux catégories, au moins aussi contestables, de régime parlementaire et de régime présidentiel. Julien Boudon dit de ces catégories que, je cite encore, ce sont des fariboles qu'il convient impérativement de chasser des facultés de droit et du monde des juristes. Certes, mais il est particulièrement coûteux pour le chercheur de se départir de cette théorie orthodoxe, car celui qui veut justement s'en éloigner doit assumer la perte de nombreux repères, tant pour lui-même que pour les enseignements qu'il assume. Face à telle difficulté d'interprétation, on peut se demander s'il ne convient pas tout simplement d'abandonner cette notion. Il faudra alors la regarder comme une notion qui a eu un certain sens pour un certain nombre d'auteurs dans un environnement intellectuel particulier, dont le progrès de l'analyse constitutionnelle auront permis de mettre à jour les insuffisances. La théorie de la séparation des pouvoirs pourra alors être remise avec d'autres théories dans un musée des idées et rejoindre par exemple la théorie des cycles constitutionnels qui persista de l'Antiquité grecque jusqu'au XIXe siècle pour finalement relever uniquement l'histoire des idées. Contre cet abandon pur et simple de la théorie de la séparation des pouvoirs, on voudrait soutenir qu'elle peut être conservée comme un outil descriptif pertinent au prix cependant d'une profonde réinterprétation de la notion de pouvoir sur laquelle elle repose. Ni organe ni fonction, le pouvoir devrait alors être regardé sous le seul angle de la volonté. C'est là la deuxième partie de cette intervention, qui sera assez brève, à l'occasion de laquelle je voudrais mettre en lumière justement la notion de pouvoir dans une théorie hétérodoxe de la séparation des pouvoirs. Cette théorie hétérodoxe de la séparation des pouvoirs, donc que je vais aborder maintenant, n'est pas récente. Elle est certes désormais délaissée, voire oubliée, mais elle a été formulée en deux temps, sur une longue période, par deux groupes d'auteurs qui correspondent elles-mêmes à deux générations. La première génération s'étend de 1830 à 1875 environ. Elle regroupe des auteurs précurseurs. Le plus précoce, mais aussi sans doute celui qui allait le plus loin, est Silvestre Pinheiro Ferreira, juriste, diplomate, ministre portugais. Parmi les Français, on peut citer De Barante, mais encore Ortolan, qui ébauche des théories alternatives aussi de la séparation des pouvoirs. Certaines de ces ébauches sont particulièrement abouties, comme celle justement de Pinheiro Ferreira, mais elles n'ont cependant pas du tout prospéré. Les causes sont variées, celle-ci semble trop singulière, c'est le cas de Pinheiro Ferreira, trop contextualisée, c'est celle d'Ortolan par exemple, véritablement dans les jours même de 1848, de la Révolution de 1848, ou encore finalement c'est un auteur qui s'est dédié, De Barante, et après avoir postulé l'existence d'une nouvelle séparation des pouvoirs, l'abandonne dans les ouvrages postérieurs. Ces premières théories souffrent encore de contradictions internes ou d'un vocabulaire imprécis. Le pouvoir est tantôt une volonté, tantôt une fonction normative, sans qu'une distinction ne soit clairement assumée. La deuxième génération d'auteurs s'étend de 1880 à 1930 environ. Elle correspond à des auteurs comme Oriou, à Toulouse, et de son soutien, le professeur Renard, à Nancy. Je me permets de mentionner leur faculté de rattachement, car leur éloignement de la faculté de droit de Paris pourrait, même si je n'ai pas d'éléments tangibles pour l'étayer, être une des causes de la faible popularité de leur théorie, c'est-à-dire de leur faible diffusion. Cette cause, si elle était établie, ne pourrait cependant pas être la seule, car la singularité de leur vision de la notion de pouvoir et son inscription dans une entière théorie cohérente semble également participer de leur marginalité. Cette deuxième génération d'auteurs a donc distingué trois formes de volonté, chacune correspondant à un pouvoir. De bas en haut, si on peut se permettre cette image, on retrouve le pouvoir de suffrage, qui est une forme de volonté passive, qui témoigne d'un assentiment ou d'un dissentiment aux propositions qui lui sont faites. Le pouvoir délibératif, qui est une forme de volonté réfléchie, qui examine, échange des arguments. Et le pouvoir exécutif, qui est une forme de volonté tournée vers l'action, indéterminée, qui possède l'initiative et qui par là décide, commande. Cette nouvelle trilogie des pouvoirs est fondée sur l'appréhension du type de volonté considérée. Il n'est en effet plus question de savoir qui l'a formée, ni de rechercher quelle est la fonction normative alors exercée. Il faut donc renoncer à toute tentative de trouver la manifestation de ces nouveaux pouvoirs dans les termes ou sous les formes de la séparation orthodoxe des pouvoirs
qu'on se propose d'abandonner. Par là, on s'engagerait dans une conception radicalement différente de la séparation des pouvoirs et le romprait définitivement avec l'ancienne conception de ces principes. Toutefois, l'abandon de tous ces points de repère de la séparation orthodoxe des pouvoirs est probablement trop coûteux. La rupture avec les idées reçues ne peut être aussi totale qu'on le voudrait. Aussi, on doit toujours se reposer sur les termes de l'ancienne séparation des pouvoirs, ne serait-ce que pour mesurer la portée du changement proposé. L'énumération de ces nouveaux pouvoirs, que l'on qualifiera donc de volitifs, de pouvoirs volitifs, ne correspond qu'imparfaitement avec les organes et les fonctions sur lesquelles repose la séparation traditionnelle du pouvoir. Mais on doit néanmoins s'en satisfaire. De cette façon, dans le genre de conversion de la notion de pouvoir qu'on se propose de réaliser, Oriou distingue donc le pouvoir de suffrage, qui correspondrait à la volonté des titulaires du droit de suffrage, à l'occasion des scrutins ou des occasions qui leur sont données de participer, ceux-ci approuvent ou rejettent les propositions qui leur sont faites. Le pouvoir délibératif, quant à lui, correspondrait notamment à la volonté des assemblées parlementaires, mais aussi de tous les conseils et cabinets ministériels où des arguments peuvent être échangés, leurs membres prenant successivement la parole pour tenter de se convaincre. Le pouvoir exécutif, enfin, correspondrait quant à lui essentiellement à la volonté du président de la République, et marginalement à celle du Premier ministre. Ensemble, sous la férule du premier, ils commandent, impulsent et initient la marche du régime. Cette réinterprétation de la notion de pouvoir permet de résoudre certaines difficultés, certaines contradictions de la séparation orthodoxe des pouvoirs. On voudrait donc finalement souligner les apports. Deux conséquences de cette réinterprétation de la notion de pouvoir doivent être immédiatement notées. Il n'y a plus de pouvoir judiciaire. Parce que la résolution d'un conflit par des magistrats doit toujours reposer sur une argumentation fondée en droit, ce pouvoir ne peut plus en être un, sitôt que le critère qui permet de qualifier un pouvoir comme tel est sa capacité à former une volonté politique, c'est-à-dire justifiée seulement par la préférence ou l'opportunité. Deuxième apport, le pouvoir de suffrage fait entrer dans le ménage à trois de la séparation des pouvoirs, ce qui était jusqu'ici tenu pour le souverain dans le régime représentatif. C'est l'un des résultats les plus utiles de cette nouvelle version de la séparation des pouvoirs. Les titulaires du droit de suffrage ne forment pas ensemble le souverain qui règne et qui serait extérieur aux trois pouvoirs, mais seulement un des centres de la volonté du régime politique, modeste dans sa capacité d'agir, c'est-à-dire ici de vouloir. Le pouvoir de suffrage n'est souverain que dans la mesure où on lui donne l'opportunité de vouloir, seulement souverain si on l'écoute, et que l'on entend faire produire des effets juridiques à cette volonté. Plus qu'une séparation des pouvoirs, c'est donc leur hiérarchisation qui est postulée dans cette version hétérodoxe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif dirige, le pouvoir délibératif discute, le pouvoir de suffrage consent. La marge du régime représentatif n'appartient pas aux titulaires du droit de suffrage, non plus aux parlementaires, mais bien à l'exécutif qui, par-delà la répartition des compétences apparemment posées par la Constitution, dirige, exige et se fait obéir. Cette théorie hétérodoxe et la vision hiérarchisée des pouvoirs qu'elle propose est enfin utile en ce qu'elle permet de rendre compte de la répartition du pouvoir. Appliquée à la Ve République, on quitte un petit peu l'histoire du droit, je finirai, cette séparation des pouvoirs permet de se débarrasser des apparences captieuses. Formellement parlementaire, mais dont le Parlement est vassalisé, c'est bien le président qui dirige, sans qu'aucune des compétences qu'il exerce effectivement ne lui soit explicitement attribuée par la Constitution. Comme une loupe grossissante, la crise sanitaire achève de mettre à nu la réelle hiérarchisation des pouvoirs que seul le renouvelé de la séparation des pouvoirs permet de comprendre. Celui qui dirige est le président, dans un conseil de défense sanitaire, duquel sont tenus éloignés les autres pouvoirs. Il exerce une influence prépondérante sur toutes les fonctions normatives, pourtant distinguées et partagées selon la version orthodoxe de la séparation des pouvoirs, tout à fait incapable de décrire notre situation contemporaine. Pour conclure, finalement donc, la séparation orthodoxe des pouvoirs est une de ces idées reçues qu'il convient d'examiner sous un regard particulièrement critique. Mais il convient cependant sans doute d'aller au-delà, puisqu'une autre version de la séparation des pouvoirs, autrement plus pertinente, s'offre à nous en remplaçant. Je vous remercie.